Pour cette séance, l'Arc de Triomphe empaqueté ou l'Arc de Triomphe wrapped en anglais, qui fait la une en ce moment dans la presse, sur les médias. Il s'agit du projet posthume du grand artiste ou couple Christo et Jeanne-Claude. Donc le projet a été lancé il y a longtemps, donc l'installation a commencé il y a 2 semaines et en ce moment, bah, l'Arc de Triomphe est bien empaqueté, accueille plein de visiteurs tous les jours dans la journée et la nuit pour voir ce projet fantastique. Je sais aussi ce projet a suscité beaucoup de débats, des critiques positives ou négatives. Euh, Moi, je suis déjà allée voir plusieurs fois. Et je pense chacun a notre goût. On peut aimer une œuvre d'art ou non. Ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est de vous raconter quand même l'histoire de Christo et Jeanne-Claude. On va retracer leur parcours artistique pour voir comment ils sont arrivés à impacter l'Arc de Triomphe. Euh, et j'espère que comme ça vous donne des pistes pour comprendre cette œuvre, leur projet, leur inspiration, qui peut vous aider pour apprécier ou de regarder cette œuvre d'art. Donc, on est là avec Unwrap the Packaging. Comme vous voyez sur l'écran, l'Arc de Triomphe empaqueté n'arrive pas d'un jour du lendemain comme ça. Il y avait toute l'histoire. Au milieu, vous avez un cheval jouet qui était emballé et puis la surface d'empaquetage qui date de 1958. Et ce sont les œuvres du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude. On a bien leurs photos ici, c'était en 1985, on est à Paris. Ils venaient de emballer le Pont Neuf, qui est le pont le plus vieux sur la Seine à Paris. Ce projet avait eu un grand succès à l'époque et je sais certains parmi vous l'avaient déjà vu à l'époque, hein, à jeune âge. Donc c'était vraiment déjà très fascinant. Christo et Jeanne-Claude, c'est un couple en fait de différents pays. Christo, il est né en Bulgarie le 13 juin 1935. Il est né dans une famille industrielle, en fait. Son père a une usine et sa mère avait travaillé en tant que secrétaire générale pour l'Académie des beaux-arts de Sofia. Comme il a été né en 1935, comme on pouvait imaginer, il a une enfance qui est assez difficile, même rude, avec la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, c'était marqué par l'entrée de l'armée rouge en Bulgarie en 1944. Après, quand Christo a raconté son enfance, c'était souvent marqué par en fait les corps des partisans qui sont exécutés dans les rues à l'époque. Et également, à propos de son père, comme il avait une usine, etc., il avait été harcelé et aussi emprisonné par le nouveau régime communiste. Je pense que ces expériences de l'enfance a un fort impact en fait sur Christo, sur ses valeurs, sa vision artistique dans le futur. En fait, une phrase qu'il répète souvent, c'est que ce qu'il cherche à faire avec son art, c'est la liberté. Il veut la liberté de faire ce qu'il aspire, euh, voilà, pour réaliser ses aspirations artistiques. Quant à Jeanne-Claude, c'était une Française. Elle était née en fait au même jour, de même l'année exactement, comme Christo. Jeanne-Claude, en fait, son père était dans le militaire qui était stationné au Maroc, donc elle a été née au Maroc. Après, sa mère a divorcé et a épousé en fait un autre général, le général Jacques de Guillebon, qui a fait des combats à côté du général de Gaulle. Et il était aussi compagnon de la Libération, donc un général très important dans l'histoire euh, moderne. Voilà. Donc Jeanne-Claude, bah, une jeune Française. Les deux sont rencontrés à Paris.
comment ça s'était passé? Christo, en fait, il a été initié à l'art à un très jeune âge. Très tôt, il a montré ses talents. Il semble on disait en fait à l'âge de 6 ans, il a déjà commencé à faire des portraits pour les femmes dans son village. Après, il était allé faire les études de beaux-arts. Je pense qu'il a déjà assez réussi avec un talent confirmé parce qu'il a été même confié sur des grands travaux de décoration pour les institutions importantes à l'époque à Sofia. Mais sous le régime communiste, c'était le mouvement réalisme socialiste qui était très apprécié et les artistes ont été demandés de réaliser les œuvres seulement de ce goût, avec ce style, qui n'est pas l'ambition de Christo. Parfois, il fait des œuvres, par exemple, les agriculteurs profitent de leur repos au lieu d'être en plein travail, qui est contre quand même la volonté du gouvernement. Euh, et à l'époque également, seulement les partisans qui peuvent obtenir le diplôme et monter dans leur carrière artistique. Pour toutes ces raisons-là, Christo s'est enfui de son pays en 1957 ou 58. Il est allé en Autriche. Après, il a passé quelques mois de séjour à Genève avant d'arriver à Paris en 1958. Quand il était à Genève, il avait tissé ses réseaux et il a rencontré un représentant de la haute coiffure qui s'appelle René Bourgeois. Donc René Bourgeois, en fait, il connaissait des familles fortunées, également de haut pouvoir, en fait, en France. Donc quand Christo était arrivé à Paris, il a été présenté, en fait, vers les femmes de ces familles fortunées pour réaliser leur portrait comme son travail et pour gagner la vie. C'est comme ça, en fait, Christo a rencontré, en fait, la maman de Jeanne-Claude, que je vous ai mis ici un portrait. Voilà, donc Précida de Guillebon. On voit bien le portrait qui était réalisé par Christo. On voit déjà comment dire, un style confirmé il bien saisi les émotions ou enfin, le trait du visage de son sujet. Et je trouve qu'il y a quand même une ressemblance entre Jeanne-Claude et sa mère. À l'époque, en fait, c'est quand Christo travaillait sur ses portraits pour gagner du pain, il signe toujours son nom de famille qui est Javachev. Et sauf pour l'exception sur ce tableau-là, on va faire un zoom et vous allez voir ici, il a été signé Christo. Donc c'était vraiment exceptionnel. Lors de cette réalisation du portrait, Christo a rencontré la fille, donc Jeanne-Claude. Les deux, bah, très vite, se sont tombés amoureuses et sont tombés amoureux et puis sont commencé à sortir ensemble. Voilà, donc c'est commencé comme ça, leurs histoires d'amour. Et comme je suis toujours un peu gossip ou people, je vais vous raconter un peu plus. En fait, les deux ont sorti et travaillent sur des projets artistiques. Quelques années après, en fait, Jeanne-Claude a été enceinte et elle a dû se marier. Donc, elle a marié avec son fiancé. Euh, mais le mariage a duré de courtes, voilà, seulement de courtes périodes. En fait, elle était partie après le voyage de noces. Un an après, en fait, elle a épousé Christo. Donc voilà, il y a quand même un peu des histoires après. Bah, les deux sont toujours restés ensemble pour le reste de leur vie, pour tous leurs projets de vie privée et aussi vie professionnelle. Quant à Christo, il était arrivé à Paris et c'est plein de découvertes, de nouvel art, des nouveaux mouvements. En 1959, en France, en fait, à Paris, au Musée d'art moderne, il y avait une exposition dédiée à Jackson Pollock et la nouvelle peinture américaine. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, Jackson Pollock était le représentatif, la personne qui représentant en fait l'abstraction, expressionnisme, vraiment un mouvement purement américain. Donc, il jette des peintures sur ces toiles pour des images en fait totalement abstraites, plein de couleurs d'exposition. Et cette exposition a beaucoup impressionné Christo. Il avait réalisé également quelques œuvres.
Comme vous voyez ici en bas à côté droite, c'est un tableau de très grande dimension et on voit les peintures, hein, les traces de peinture qui donnent un effet des reliefs. Donc, entre blanc et bleu, je trouve que c'est un tableau qui est très joli. Et puis, Christo avait également découvert d'autres artistes français, notamment Jean Dubuffet. Il a beaucoup apprécié en fait la période quand Jean Dubuffet fait des recherches sur les matières. Parce que pour Christo, en fait, on va voir après, la matière ou la texture est toujours au cœur de sa création, de son inspiration. Et il a créé entre 1959 et 60 une série des œuvres qui s'appelle Cratères. Ici, je vous ai mis un exemple. Voyez bien, en fait, on a vraiment la vue des cratères. Et encore, c'était fait avec les peintures, mais il a créé vraiment comment dire, les effets 3D. C'est brut, mais c'est impressionnant. Donc les peintures, voilà, toujours au cœur de sa réalisation artistique. Quant à l'empaquetage, donc pour information, en fait en anglais on dit wrapping, mais en français en fait Christophe il a insisté que ce n'est pas emballage, mais empaquetage. On ne sait pas trop en fait à quel moment précis il a commencé à travailler sur ses œuvres en pactage, mais on sait en fait l'idée était venue à peu près lors de son séjour à Genève avant d'arriver en France. Ici, nous avons deux œuvres encore des années fin 1950, donc 58 et 59, où il a réalisé en fait des expérimentations sur des tissus après l'empaquetage. D'abord, il avait pris du papier, après, c'est des tissus froissés, larqués, et puis pas totalement brus. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'association de la texture variée, jus de matière entre brillant et mat. Comme on voit ici, en fait, c'est des tissus. Après avoir empaqueté, on le défait et on trouve toujours les traces sur ces tissus et des couleurs qui sont laissées plus foncées ou moins. Ce petit tableau ou ce bout de tissu à côté droite, je l'aime beaucoup. En fait, quand je l'avais vu, je ne savais pas c'était des surfaces d'empaquetage. Ça me rappelle en fait des œuvres, des peintures à l'encre chinois ou les peintures traditionnelles chinoises parce que on a ce côté abstrait, on joue sur les différentes nuances de noir. Je trouve que c'est à la fois poétique et chaotique, donc c'est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment au début de son projet. Et puis, après la rencontre avec Jeanne-Claude, tous les deux ont commencé à emballer, enfin empaqueter les objets. Ils ont choisi en fait les objets quotidiens. Par exemple, là, comme ici, on a vu, il y a un cheval jouet, des packages. Là, c'était voilà, quelque chose qui était empaqueté et il l'avait fixé dans un cadre pour un effet comme un tableau. La poussette, en gros, bah, en fait, il choisit des objets à empaqueter. Après, il le remis dans leur contexte quotidien. Par exemple, un canapé, ils vont l'emballer et puis le remis dans la salle. L'idée, en fait, c'est via l'empaquetage, cacher l'objet, en fait, au regard des gens mais laisser quand même les contours soient identifiables. C'est pour ça on savait à peu près c'est quel l'objet, mais on est censé de réfléchir comme il était. Et comme ce sont des objets de la vie quotidienne, on est tellement habitué avec ça, donc on ignore un point. C'était aussi une façon pour que les gens de reprendre la réflexion dans l'environnement où on habite, où on vit tous les jours. Ici, j'ai un autre empaquetage, en fait, qui est un portrait de Jeanne-Claude qui était emballé avec plastique et également avec la ficelle. Donc, la ficelle ou le cordon qui est utilisé pour faire l'empaquetage est aussi très important pour Christo. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Donc, on voit, c'était vraiment sur chaque détail, il fait des recherches et il essaie de faire ce qu'il souhaite.
Ce tableau, je trouve ce qui est intéressant, c'est un peu comme un Mona Lisa empaqueté du XXe siècle, là, de moderne. Il y a ce côté mystique, mais le plastique aussi lui donne un rendu en fait un peu cheap. Ça fait un contraste qui est intéressant, je trouve. Et puis en 1963, Christo et Jeanne-Claude ont commencé aussi un autre projet qui s'appelle Vitrine. Ici, on a un ancien armoire à pharmacie. Vous voyez, en fait, l'artiste avait mis du tissu pour bloquer la vue des visiteurs qui empêche les gens de voir ce qui est à l'intérieur, qui est allumé par des lumières à l'intérieur. Donc ici, c'est un autre concept, c'est-à-dire qu'au lieu de cacher l'objet, on va empêcher les gens de voir ce qui est là-dedans, en même temps qu'on sait que la vitrine était faite pour montrer, pour attirer les regards. Donc ce projet-là, c'était réalisé en fait avant le départ de Christo et Jeanne-Claude aux États-Unis. En fait, tous les deux, ils sont naturalisés, donc ils sont partis aux États-Unis en 1964. Ce projet de vitrine, en fait, il a évolué après vers devanture du magasin, comme vous voyez ici. C'était un devanture de magasin qui était réalisé avec des matières recyclées. On a toujours les lumières, donc c'est comme il y a des gens là-dedans, mais avec les toiles, il nous poussait en fait à en réfléchir ou une envie de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Aux États-Unis, le couple a continué ce projet-là. Donc ici, on a une autre œuvre qu'ils avaient fait entre 64 et 65. Là, on a quatre boutiques et toujours hein, avec les toiles qui cachent, qui est à l'intérieur de la boutique. Et un point intéressant sur celui-ci, c'est qu'à l'époque, les deux sont déjà aux États-Unis. Et dans les années 60, en fait, le minimalisme était très à la mode en fait aux États-Unis et on peut trouver quand même les caractéristiques du design de minimaliste en fait dans ce Four Stores Front Corners. Et vous pouvez trouver cette œuvre qui est en exposition au Centre Pompidou. En arrivant aux États-Unis, Christo et Jeanne-Claude, ils ne contentent plus juste emballer empaqueter des petits objets, ils jetaient leur regard sur la nature et ils sont inspirés en fait de commencer à faire les land art. Donc land art comme un mouvement, il est apparu en fait à la fin des années 60 aux États-Unis dans les déserts de l'Ouest américain. En fait, les artistes, il y en a une dizaine d'artistes qui utilisent le cadre et les matériaux de la nature pour créer des œuvres d'art gigantesques mais éphémères. Éphémères, c'est parce que ces œuvres sont faites toujours en extérieur et exposées à la nature, donc ils sont soumis à l'érosion ou même la destruction par la nature. Euh, donc ici, nous en avons en fait le premier grand projet qui était réalisé par Christo et Jeanne-Claude au début des années 70. On est dans la vallée au Colorado. Vous voyez ce grand rideau, en fait, ça s'appelle Valley Curtain. Il s'agit en fait d'un rideau de 13 000 mètres carrés qui sont en nylon tissé d'une couleur orange. Il était installé en fait dans les vallées et on l'a laissé en fait au vent californien qui sont très forts et puis bah, très vite le rideau fut emporté par les vents rapidement. Donc les land art, comme c'est des œuvres éphémères, on n'a que des photographies ou la vidéo dans les années après pour rappeler ce souvenir. Quand j'ai vu cette photo, mon première impression, c'est en fait, ça me fait penser un peu au film science-fiction. C'est comme un grand verre orange qui se trouve dans la vallée. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Il y a vraiment un contraste du couleur, du tissu et la forme. Et puis, au début des années 80, comme vous voyez ici, ils avaient réalisé un autre projet qui s'appelle Surrounded Islands à Miami, toujours aux États-Unis. Et cette fois-ci, ils ont en fait enclôturé 11 îlots avec du papier de couleur rose bonbon.
pour créer vraiment pour ce côté féerique. euh, et on voit bien le contraste entre rose bonbon et le bleu de la mer. C'est très joli, ce projet. Et puis, au milieu, vous avez qui était réalisé en fait en 2010-2013, qui s'appelle Big Air Package. Dans ce cas-là, en fait, c'était un énorme ballon qui est gonflé pour remplir un espace gigantesque. Et puis, les visiteurs peuvent rentrer à l'intérieur du ballon pour voir, en fait, observer les effets des couleurs. Encore, je trouve, il y a un côté très futuriste là-dessus. Donc, ce projet a été réalisé en Allemagne, sachant que c'était déjà en 2010, en fait, après le décès de Jeanne-Claude. Donc, Christo avait réalisé avec son atelier seul. Pour information, en fait, tous les deux, ils ont toujours travaillé ensemble. Et c'est à partir de 1994, ils ont décidé de signer toutes les œuvres avec le nom Christo et Jeanne-Claude au lieu de Christo seul, parce que Jeanne-Claude jouait vraiment un rôle très important dans toutes ses créations. Christo, en fait, lui, il va s'occuper le design, la conception artistique, donc faire les dessins préparatifs et tout ça. Quant à Jeanne-Claude, elle s'occupe de la gestion du projet, toutes les gestions logistiques et également la côté administratif, parce que comme vous pouvez imaginer, tous ces projets, soit dans les grands bâtiments ou dans la nature, il a besoin beaucoup d'autorisation et l'approbation par les autorités, par les localités, même soumis en fait au vote par la communauté, et ça représente en fait vraiment beaucoup de travail. Et puis il y en a aussi beaucoup de difficultés techniques. Il faut remonter. Donc ce sont vraiment des projets voilà, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour les réaliser. Et comme vous pouvez imaginer, ils demandent aussi beaucoup de ressources financières. Dans ce cas-là, en fait, ce qui est, il faut mentionner avec les projets de Jeanne-Claude et Christo, c'est qu'ils refusent en fait de recevoir les subventions. Tous leurs projets sont financés par la vente de leurs dessins préparatifs. Je suppose qu'au début, ça peut être un peu plus difficile, mais comme avec leur renommée internationale, leur dessin préparatif dans un cadre comme ça est très apprécié par le marché, donc soit acheté par les privés, enfin collectionneurs privés ou par voilà, des organisations. Donc leur projet est toujours financé, soi-disant autofinancé. Et puis, le dernier projet qui était réalisé par Christo, qui est daté 2014 et 2016, qui était en Italie, s'appelle le Floating Piers. En fait, on a construit des énormes allées comme ça en Italie. C'était vraiment fascinant. Et en parlant de ce projet, il y a un film documentaire qui était réalisé qui s'appelle Marcher sur l'eau, qui est à l'affichage en ce moment au cinéma. Et je vous invite de regarder la bande-annonce.
Donc voilà, cela vous donnait un goût sur comment on réalise un projet, hein, un peu derrière les coulisses, et on voit bien les tempéraments de Christo, sachant que il avait déjà 80 ans, donc c'est plein d'énergie et il a bien insisté sur son rêve. Ce que j'adore, c'est ce qu'il a dit là-dedans. Ce qu'il fait avec Jeanne-Claude est complètement inutile. Il avait réalisé, c'est juste parce qu'ils ont envie de le faire. Donc je trouve c'est voilà, c'est à vous de l'interpréter, mais il y a vraiment un côté enfantin ou des artistes folles là-dedans. Donc après voir tout ça, voilà, on a l'Arc de Triomphe. Pourquoi l'Arc de Triomphe? Parce que à l'époque 1958, quand Christo était arrivé à Paris, il avait un petit appartement qui est sur l'avenue Foch, qui donne sur l'Arc de Triomphe. Donc il a vu l'Arc de Triomphe et il a eu cette idée de l'emballer. Donc ça commence très tôt, depuis 1962, il a déjà commencé à faire des dessins, comme on voit ici, hein, les dessins de préparatifs, et puis il utilise le photocollage pour créer les effets. À l'époque, il avait aussi eu l'idée d'emballer tous les arbres le long des Champs-Élysées, et bien sûr, c'était jamais fait, mais il avait fait finalement, en fait, à Zurich, en Suisse, à la Fondation Bayler, où il avait emballé les arbres. Un projet comme ça, surtout quand on vise l'Arc de Triomphe, comme vous pouvez imaginer, c'est gigantesque parce que l'Arc de Triomphe, c'est le symbole de Paris, c'est le symbole de la France. Voilà. Ce projet, en fait, a eu beaucoup de difficultés pour démarrer. Il a beaucoup retardé. Un des problèmes, c'était à cause des nids d'oiseaux qui sont sur l'Arc de Triomphe. Donc, avant d'emballer, il faut s'occuper tous ces oiseaux. C'était prévu en fait initialement d'être mis en place l'année dernière en septembre, mais malheureusement c'était retardé à cause de la pandémie et l'artiste Christo, il a décédé en juin l'année dernière, donc il n'a jamais vraiment vu son projet a été réalisé, mais son atelier, surtout son neveu, a insisté pour que ce projet qui peut se faire, qui nous offre vraiment le rêve de Christo et Jeanne-Claude. Donc, l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, il avait commencé il y a quelques semaines. Cette photo, j'avais appris il y a 2 semaines. Et vous voyez, il y avait déjà les grues qui sont faites, les cordons qui sont fixés. Et on a commencé à mettre le tissu, qui est une couleur argentée. Ici, on a un zoom. Voyez comment les ouvriers mettent en fait les toiles. Donc, c'est vraiment un projet de très grande dimension. Il utilise en fait plus de 25 000 mètres carrés des tissus. Et 3 km de cordon rouge pour fixer les tissus. Donc, c'est à peu près la distance entre l'Arc de Triomphe et le Louvre. 1200 ouvriers ont participé à réaliser cette œuvre et puis ça a coûté en fait 14 millions d'euros. Tout est financé encore par la vente de ces dessins préparatifs. Ça reste en vue jusqu'au 3 octobre. Donc, pour tous ceux qui sont à Paris, surtout, je vous recommande très fortement d'y aller. Je suis déjà y allée plusieurs fois. Comme vous voyez, ce sont les photos que j'ai prises juste avec mon portable, qui est un Samsung 8, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Mais avec le beau temps, c'était vraiment magnifique. Cette photo-là qui était prise dans la journée. En fait, ce qui est magique, c'est que ça a dépassé mes attentes. Parce qu'en fait, le tissu argent avec les côtés froissés, ça donne vraiment un aspect fluide. J'avais l'impression, en fait, quelqu'un qui a volé l'Arc de Triomphe. Et pour que les gens ne remarquent pas, il avait fait une projection des images pour que l'ombre ou l'image reste là-bas. Où c'est comme en fait l'Arc de Triomphe où un bâtiment comme ça a été déplacé de l'outre-espace en fait et qui peut disparaître à tout moment. Et quand on fait un tour, vous allez voir sur des différents angles, ça donne des différents effets.
parfois on ne sent pas du tout le volume. C'est vraiment tout simple. Et parfois, bah, on voit bien quand même le volume de l'Arc de Triomphe. Et cette photo-là était faite le soir avec les lumières. On voit plus les contours. Et je trouve ça me rappelle un peu en fait aux très grandes architectures de ancien Égypte, enfin Égypte ancienne. Voilà, c'est vraiment fascinant. Quand vous allez rentrer sur place, vous pouvez emprunter le passage souterrain pour approcher l'Arc de Triomphe. Donc c'est gratuit, il suffit d'avoir un pass sanitaire et vous pouvez même toucher le tissu vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Je vous propose d'y aller parce que les photos ou les vidéos, ça n'a rien à voir quand on est là. Bah, déjà, c'est l'Arc de Triomphe, c'était déjà très impressionnant. Là, ça rajoute encore un aspect très futuriste qui est quand même une idée qui était eue il y avait plus de 40 ans, enfin 60 ans maintenant. Euh, donc voilà, ici termine notre séance aujourd'hui. Pour clôturer, je pense ce que me touche plus ce projet, je n'utiliserai pas le mot beau pour l'écrire, hein, mais c'est juste fantastique. Et c'est vraiment cet aspect que un jeune qui réalise son rêve, quelque chose qui paraît incroyable, impossible à travers toute sa vie. Donc on a cette photo qui date de 1963. Christo et Jeanne-Claude, ils ont empaqueté une chaussure et l'avaient présentée en Italie comme une œuvre avec un cadre. Donc les deux travaillaient toujours main dans la main jusqu'à la fin de leur vie. Et même s'ils ont décédé tous les deux, leurs premiers rêves ont été réalisés. Et je pense cet aspect-là qui est vraiment très touchant parce que quand on est l'enfant ou même maintenant adulte, on a souvent des rêves, mais tout le monde va nous dire non, mais c'est pas possible. Euh, Emballer l'Arc de Triomphe, c'est quoi? C'est pas possible. Mais ils arrivent à le faire, ils continuent leur rêve, ils continuent ce parcours pour nous offrir vraiment ce splash, quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis très contente dans ma vie que je peux voir l'Arc de Triomphe impacté parce que j'ai déjà raté le Pont Neuf. Voilà, c'est un moment très rare qu'on peut avoir dans la vie. Et pour inclure, je voulais vous donner une phrase de Einstein qui disait que la créativité et intelligence tout en s'amusant. Et je pense que ça résume pour moi le parcours artistique de Christo et Jeanne-Claude ou d'autres artistes. Ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de having fun, c'est de s'amuser. Peut-être on parle un peu, voilà, beaucoup d'engagements sociaux, etc. aujourd'hui, mais l'art est quoi? L'art, c'est la créativité, c'est de réaliser son rêve, sa vision artistique. Donc, dans ce cas-là, on a quand même, voilà, un couple qui est extraordinaire et très singulier. J'espère que ça vous donne en fait des pistes pour regarder cette œuvre et finalement bah, vous allez former votre propre avis, qu'est-ce que vous allez sentir. Mais je pense vous aurez des émotions, même si vous trouvez moche ou quoi, c'est un peu l'idée de provoquer quelque chose qu'on n'a pas dans notre vie quotidienne. Et si cela vous intéresse, vous pouvez regarder aussi le film Christo marché sur l'eau. Et puis à Sospir, en ce moment jusqu'au 3 octobre, il y a une exposition vente, donc vous pouvez y aller gratuitement, librement. Il y avait des dessins préparatoires sur l'Arc de Triomphe, mais aussi le Pont Neuf. Donc c'est des dessins qui sont faits bien sûr à la main par Christo. Ça vous donne aussi une idée sur tous les travaux en fait derrière. Et on voit en tant qu'artiste, techniquement, il est aussi très compétent. Voilà, donc merci beaucoup pour votre intérêt. Pour la prochaine séance, on va voyager, on va aller quelques endroits très loin, on va aller en Australie. Euh, voilà, donc j'espère en attendant de vous retrouver dans 2 semaines, je vous souhaite un très bon week-end et encore merci beaucoup. Au revoir.